Bonjour à toutes pour celles qui ne sont pas musulmanes et salam alaikum pour mes sœurs musulmanes. Donc voilà la deuxième partie que je vous avais promis sur la contrefaçon de coca et sa composition exacte. Qui est sous le titre, sur la partie numéro 11 du livre intitulé Gonflé. Le produit était assurément parfait. Depuis que Pemberton en consommait régulièrement, sa dépendance à l'héroïne avait presque cessé. Et ses intestins ne le rongeaient plus. Vous vous souvenez que j'avais dit dans la première vidéo que Pemberton était un cocaïnomane. Certes, Mariani, le créateur du vin français, qui composait donc du vin et de la cocaïne, certes, Mariani avait été le premier à oser, le premier à penser que l'amertume des feuilles de coca serait idéalement noyée dans du vin, que l'éthanol contenu dans l'alcool modérerait naturellement la teneur en cocaïne des feuilles et dès lors rendrait le breuvage final consommable. Mais Pemberton pensait pouvoir aller au-delà. Le succès de Mariani ne confirmait-il pas son intuition, celle que l'avenir appartenait à la cocaïne? C'est un visionnaire, le gars. Pemberton, avant même que le vin miraculeux de Mariani traverse l'Atlantique, il se fascinait déjà pour les vertus thérapeutiques des feuilles péruviennes. En 1876, il avait en effet lu un article instructif de Sir Robert Christensen. À 78 ans, âge canonique pour l'époque, ce président de l'association médicale britannique venait de réussir l'exploit d'atteindre le sommet du Ben Vorlich sans souffrir de la fatigue ou de l'altitude, parce qu'il avait tout au long de son expédition mâché des feuilles de coca. En outre, 9 ans plus tard, alors même que Mariani entamait à peine la conquête de son territoire, la parution d'Uber Coca de Sigmund Freud, consommateur convaincu, avait alerté l'opinion. Alors juste pour préciser, j'ai un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Le crépuscule d'une idole d'Humphrey, un philosophe, qui explique un peu le personnage de Sigmund Freud. Et en fait, il s'avère que cette espèce de menteur, d'arriviste, était un franc consommateur de cocaïne. Et il avait d'ailleurs fini par avoir la peau d'un de ses meilleurs amis en lui disant que la cocaïne était le remède miracle à tout problème psychologique. Et en fait, résultat des cours, son ami est devenu accro et il est mort d'une overdose. Voilà, fermeture de la parenthèse. Par prudence tout de même, lorsque en 1885 il déposa le nom French Wine Coca, il affirma fabriquer sa boisson depuis 1882, soit 2 ans avant l'arrivée sur le marché de Mariani. Donc Pemberton, il dépose une marque de coca qui contient exactement la même formule que celle de Mariani et il prétend qu'il a fait avant Mariani. Là, c'est un gros menteur, quoi. Le manipulateur d'essence procédait une autre conviction. Si le Français avait réussi à créer la solution parfaite, lui, le sudiste, saurait parfaitement l'imiter, mais surtout l'améliorer. Pemberton n'ignorait pas que depuis fort longtemps, les peuplades d'Afrique utilisaient ces noix transformées en poudre pour supporter des efforts prolongés, mais il pensait à autre chose. Après avoir analysé les graines, il constata que broyées, elles possédaient, comme la coca, une quantité importante d'alcaloïdes. Que le taux en caféine de cette poudre était même étonnamment élevé, plus que la quantité comprise dans le thé ou le café. L'idée lui apparut. Combiner coca et cola, donc caféine et cocaïne. Mélange détonnant, quoi. Et ainsi créer une version américaine gonflée à la cocaïne et à la caféine du vin français qui rencontrait les faveurs du public. French Coca Wine, le premier super tonique, partit alors à la conquête du sud du pays et l'expansion du vin Mariani aux États-Unis allait bientôt toucher à sa fin. Juste petite parenthèse, hein. En France, la version cocaïnisée du vin fut autorisée à la vente jusqu'en 1910. Dans les années 30, les héritiers d'Ange Mariani décédés en 1914 supprimèrent l'alcool. La nouvelle boisson rebaptisée Tonique Mariani resta en vente en pharmacie jusqu'en 63. Donc tant qu'il n'y a pas d'alcool, les gens ça les intéresse pas, quoi. Donc je reprends. Le quotidien... John S. Pemberton devait pourtant partager son secret et faire connaître sa trouvaille qui, comme prévu, constituait une imitation parfaite d'un produit concurrent et étranger en voie d'implantation.
Mais lui, le pharmacien d'Atlanta, à la différence de tous les autres, avait remporté le pari de rendre meilleur le breuvage, ayant accordé un sursis à Grant. N'y tenant plus, il contacta l'Atlanta Journal. Le quotidien se montra d'emblée intéressé. Pemberton n'était pas un inconnu, passait régulièrement ses réclames dans les colonnes du titre. Et surtout, le doc semblait disposé à lever le voile sur le French Coca Wine que le tout Atlanta adorait. Aussi, début mars 1885, le quotidien envoya-t-il un de ses reporters à la J.S. Pemberton & Co., 6 au 59 South Broad Street, en plein centre-ville. Là, le pharmacien ravi expliqua sans sourciller la fabrication de sa boisson. J'ouvre les guillemets. Elle est composée d'un extrait de feuilles péruviennes de coca, du plus pur des vins et de noix de cola, raconta-t-il. C'est le meilleur des toniques aidant la digestion, apportant de l'énergie aux organes de la respiration et rendant plus forts les systèmes musculaires et nerveux. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique depuis quand la drogue a des vertus thérapeutiques. Bref. Ensuite, après avoir retracé l'histoire de la feuille de coca, il parla de la France. Ce sont les scientifiques français qui, les premiers, ont enquêté sur les pouvoirs de la coca, qui ont réussi à isoler l'extrait contenu dans les feuilles, qui l'ont associé avec du vin pur. Donc, messieurs et mesdames consommatrices et consommateurs de vin, ça devient suspect. Pour le journaliste averti des rumeurs et des mises en garde récurrentes de la société Mariani, l'occasion était trop belle. Le moment enfin venu de poser la seule vraie question, savoir si le French Wine Coca d'Atlanta constituait une simple imitation du vin de Paris, par rodomontade et orgueil. En jubilant, Pemberton admit « J'ai eu le privilège de pouvoir étudier de très près la formule française et à partir de cela, fort de mes propres expériences et de contacts directs avec mes correspondants sud-américains, j'ai décidé de l'améliorer. » Après un silence définitif, il ajouta « Je crois que je produis maintenant une meilleure préparation que celle de Mariani. » Point final. Donc ça, c'est la fin de notre seconde partie sur l'imitation et on va dire entre guillemets le plagiat. Je ne pense pas que ce soit le terme approprié, mais l'imitation de la formule française. Et franchement, il n'y a pas de quoi être fier d'une boisson qui existait déjà, qui avait déjà utilisé cette formule et qui a été ensuite reprise par Pemberton et soi-disant, selon ses propres termes, améliorée. Moi, je dirais plutôt empirée, mais bon. Donc voilà, je vous ferai une autre partie sur cette boisson et ses affinités avec le Ku Klux Klan et les pasteurs qui ont contribué à sa publicité, et également une partie qui vous racontera les ravages que ça a eu sur la population et les massacres qui en sont retournés. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et un bon appétit à celles qui sont en train de manger. Salam alaikum et au revoir à tous.